d'une puissance inédite, le grand ménage a commencé. À l'Assemblée nationale, là où les alliances semblaient gravées dans le marbre, le couperet est tombé, marquant la fin d'une époque. La politique n'est pas le temps de l'agitation, d'accord? Quand les prochains jours, ça veut dire qu'il fallait ajuster les différentes instances, parce qu'il y a un lien direct. Vous ne pouvez pas émaner un gouvernement quand vous allez renouveler la... Oui, mais le président lui-même, il a annoncé fin décembre dans son discours à la nation, dans son message à la nation, un nouveau gouvernement. Et puis il s'est repris le 11 février pour dire attention, j'ai prévu ce gouvernement, mais pour des raisons techniques dont lui-même il reconnaît il reconnaît qu'il marque le pas sur place sur la question. Voilà, donc ça veut dire il reconnaît qu'il peut avoir des impatiences. Non, disons mais lui, c'est où il va. On ne va pas faire un procès sur la formule le prochain jour. On sait bien qu'il aurait pu dire les prochaines semaines. Il n'aurait pu rien dire, comme d'habitude. Ou ne rien dire, il n'avait pas de forcing là-dessus. Bon, il l'a dit, mais il y a des choses qui nous échappent certainement. Absolument. Et donc, pour revenir à l'essentiel de la question, je pense véritablement qu'il faut attendre la fin du chantier. Et je pense qu'il n'a pas blagué pendant sa campagne quand il disait que ce mandat sera placé sous le signe du renouvellement des générations et de l'entrée des femmes. D'ailleurs, pour l'Assemblée nationale, il y a une femme qui est vice-présidente. Oui, d'accord. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Donc, c'est un signe précurseur pour moi. Et je crois qu'il faut aussi... Begala Mikel, épouse Akono, 63 ans. Voilà. Oui, mais avant, elle est sénateur de la région de l'Est. Si je ne me trompe pas, Madame Tuess a déjà été vice-présidente de l'Assemblée. Du Sénat. Non, là on est au Sénat. Oui. Donc, elle est la première vice. Non, même à l'Assemblée, il y a une femme vice-présidente. Oui, mais c'est Marlise Dinbel, mais elle n'est pas première. Elle n'est pas première. Non, c'est le Sénat. À l'Assemblée, une vice-présidente. Il y a une femme vice-présidente. Alors on regarde ça rapidement. Son nom m'échappe, il y a un vice-président. Donc c'est pour dire qu'il est en train de tenir les promesses de campagne. N'allons pas vite en besoin, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même apprécier à sa juste valeur ce qu'il vient de faire. Hein? Je crois que c'est la première fois. Le cluster a bougé. Oui, ça a bougé. Cavaillé, c'est 34 ans, ou presque, de présidence de l'Assemblée nationale. Et M. Niat, c'est depuis le lancement du Sénat. Donc, alors, vice-présidente à l'Assemblée nationale, l'honorable Mouyali Boya Meri, épouse Meboka du RDPC. Elle doit être la zone anglophone. Absolument. Voilà. Donc ce n'est pas encore cette transition que nous espérons. Nous, on ne travaille pas pour transition. Non, je réponds à la question de Dipita. Il a prononcé ce mot, transition. Donc j'essaie de reprendre. C'est le problème de la question. adversaires. Non, je réponds à sa question pour dire que je crois qu'il faut apprécier la chose, mais il faut continuer à expliquer à ceux qui nous regardent que voilà, le président, pour l'instant, n'a pas fait fausse route. Bon, évidemment, sur les prochains jours, la formule paraît un peu décalée parce que depuis le fin décembre, le prochain jour, on est quand même au mois de mars, et ça peut poser des questions légitimes. Donc, moi, je dis simplement que nous ne faisons pas un procès sur les formules, pour moi, qui sont caduques, et regardons l'avenir. C'est ce que je dis. Moi, je suis membre du G20, je l'assume. Je pense que des 12 candidats, les 11 étaient pour moi un peu des créatures, et qui ne pouvaient pas soutenir la dragée vis-à-vis du président sortant. Et donc voilà, aujourd'hui, il essaie pour ce mandat ou ce dernier mandat, je n'en sais rien, mais je pense qu'il n'a pas le droit. Je ne peux pas laisser passer ça. Non, attends, je n'ai pas dit. Il y a des personnes qui affirment que pour ce dernier mandat... Qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? La loi n'a rien à voir là-dedans. Alors, il faut néanmoins préciser, ça fait partie de l'analyse. La loi ne dit pas... Il faut préciser que l'honorable Mouyali Boya est quand même vice-président depuis 2022. Voilà. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous laisse poursuivre. C'est juste une précision. Bon, très bien. Elle est de Tombel. Oui, sud-ouest. Absolument. Le président, l'ex-candidat Paul Biya, n'avait pas dans son programme voté pour moi pour que je mette... d'autres gens à ma place. Il y a un respect pour le peuple souverain. Le président a été élu pour un mandat de 7 ans. Et donc, tant qu'il a en capacité de gérer son mandat, venir parler de la transition, c'est un débat qui est aérien pour nous et qui ne nous concerne pas. Ceux qui veulent faire la transition n'ont qu'à travailler de façon démocratique pour y arriver. Donc aujourd'hui, ce qui a été, c'est un renouvellement du personnel politique. Et on a fait bouger le cluster là, je suis d'accord. On peut dire que c'était un changement technique, tout au moins au regard
dans un sens un peu trop politique. Parce qu'en vérité... Ah ben on fait la politique tous les Oui, mais d'accord, mais je dis que dans le sens de la question du députant, il parle dans le transition dans le sens des génération. générations. Exact. Je pense que c'est ça qu'il voulait Exact. dire. C'est pas la transition politique, évidemment. En fait, j'ai davantage parlé de cycle politique. Bon, voilà. Donc cycle, oui, en termes de... c'est Il avait un de répondu cycle en politique. termes de génération, en termes de... Donc pas forcément sur... dans le sens... Il est tout à fait vrai que celui qui remplace quelqu'un qui est resté 34 ans, Voilà. il va imprimer son style. Et moi, Bien je sûr. vous ai dit, à moins qu'il ne change cette nuit, et je ne crois pas qu'il changera. Alors l'opportunité de ce Théodore changement... Dotoué est un homme ouvert et tout ça. Oui, et et je puis, crois que l'Assemblée va connaître... loyal. Oui, il est vraiment... Président de la République. Oui, oui, L'opportunité- oui, Voilà. Ah oui. L'opportunité de ce changement, on l'a dit, on peut dire pour des raisons techniques, qu'on regarde quand même. Non, pour d'autres raisons et d'autres qui ne nous concernent pas. On regarde quand D'autres même. qui ne nous concernent pas. Hein, on va crever cet abcès. L'indisponibilité du président Niat, indépendamment de tout autre calcul politique des uns des autres, il fallait un moment réparer cela. Voilà. D'accord? Donc c'est simple. Il faut seulement qu'on respecte la vie privée des gens et comment ils sont. Et je vous assure que c'est un nouveau temps qui commence pour le Parlement. C'est un nouveau style pour le Parlement. Et vous allez très vite vous rendre compte qu'il va y avoir de l'animation. Encore que la surprise est vraiment relative, parce qu'en vérité, Abdoulaye Boubacarri était de fait président. De fait, intérimaire. Depuis oui. au moins un an. Non, plus. Oui, même 2 ans. Oui, parce que le Et président donc, pour n'a Niat, pas les été choses sont vu. vraiment extrêmement claires. Moi, je crois que le très honorable Cavaillé était en permanence un peu souffrant. Donc, on a envie d'un Parlement beaucoup plus vivant, un lieu de débat qui puisse propulser même l'économie nationale, parce qu'à travers les lois aussi, s'il y a des débats au sein de l'Assemblée, on peut Il espérer faut de l'animation. de l'animation, on peut espérer des changements économiques, pourquoi pas. Parce qu'on a Alors, envie des gens qui propulsent au sein de l'Assemblée. Célestin, Hervé a plus ou moins déjà répondu, il pourra peut-être rebondir après votre réponse. Pour vous, véritablement, qui a impulsé ce changement-là? Les institutions ou le sommet de l'exécutif? Non, c'est forcément le sommet de l'exécutif. Ça ne peut pas être les institutions. Et Parce que peut-être, le président a une volonté politique, n'est-ce pas? Il ne faut pas sous-estimer ça. Nous sommes dans un régime présidentialiste très renforcé. Bien sûr, le Parlement, de par les textes, est souverain dans le sens, est indépendant, dans le sens que le gouvernement est responsable devant lui. Mais dans la nomenclature politique camerounaise, le Parlement est quand même subordonné un peu au jeu législatif. Parce qu'en vérité, la plupart des projets de loi, évidemment par nature, viennent du gouvernement. Il y a rarement ou pas du tout de propositions de loi. Donc c'est impulsé par l'exécutif et notamment par le gouvernement. Donc il ne faut pas faire la fine bouche ou bien finoler et tourner autour du pot. Le président, dans ce régime présidentialiste, a le dernier mot. Normalement, ces 2 présidents ont été élus cet après-midi, mais il ne peut pas le faire, tu l'as dit, sans l'aval du président du RDPC, qui est en même temps président de la République. Donc c'est là, et moi ça ne me dérange pas spécialement. Ce qui est important, c'est que dans les réformes qu'on annonce de la Constitution, il faudra clarifier certaines attributions, parce que pour moi, il faut sortir de la logique de l'équilibre régional. Nous voulons une vraie République. Pour moi, je défends la République intégrale. Les Camerounais ne sont pas des oiseaux, ils sont capables de comprendre qu'on peut fonctionner sur la base du mérite, de la méritocratie. Pourquoi toujours identifier les gens d'après leur appartenance tribale ou ethnique? Non. Moi, je peux comprendre que si j'ai 10 moi devant moi, qui sont très compétents, très patriotes, plus patriotes que moi, je m'incline, parce que c'est la République qui est sauvegardée. Ce serait la République de quoi, d'Imbamois? Non, pas du tout, la République du Cameroun. Non, sur le prisme. Non, attends, je termine. Vous voulez sortir tout le temps du débat? Je suis en train de dire que si on ne sort pas du prisme de la région, l'identité régionale, on va dans le mur. Il faut comprendre que les Camerounais sont intelligents. Ils peuvent parfaitement comprendre que celui qui est devant moi est le meilleur. Et qui peut représenter la République sans forcément être ramené à son village. Hervé. D'abord, je ne comprends pas l'objet de ce débat, mais... Dans lequel Célestin veut allons-y, oui, il veut m'y entraîner, mais je vais y aller. Nous parlons de la République. D'accord. Et le fondement de la République, même dans le projet social de Montesquieu et tous les autres, c'est le sentiment d'appartenance. Exact. Sinon, on entre dans la marginalité, on se croit étranger. D'appartenance à quelle République ou bien à la tribu? Appartenant à la communauté nationale. Ah voilà, c'est Voilà. ça. On dit la même chose. S'il te plaît, je peux y aller? Oui. La République, ce n'est pas une entreprise. Et même dans mon entreprise, je ne veux pas mettre que mes fils, même s'ils pouvaient être mes successeurs.
Je vais essayer de mélanger les cultures, les origines, pour que ça donne une émulation. Bon, pour répondre à la question, ce qui s'est passé, ce qui se passe ici aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'aller trouver des occupations à d'autres personnes, c'est le fait de rendre cohérent le projet politique qui a été voté par les Camerounais. Et je suis d'accord avec Célestin pour dire, à la limite même, c'est une affaire interne au RDPC. Mais croyez-vous qu'on peut, dans une affaire interne à un parti politique, prendre des décisions qui sont contraires aux intérêts de son principal responsable, son président? Donc il ne faut pas rêver. Donc oui, il y a eu un mouvement de personnel à l'intérieur de notre camp politique, et démocratiquement, parce que nous avons gagné ces élections, on a ajusté. Mais maintenant, il faut souhaiter ce que dans l'intérêt de tout le monde, ce soit une équipe qui gagne, une équipe plus ouverte, qui ramène du sang neuf et tout ça. Donc, ce n'est pas une question d'équilibre régional. On a pris les meilleurs. Que vous prenez le cas de Rebouba ou le cas de très honorable Théodore Ndouot, ce sont des très grands parlementaires reconnus, y compris par les gens qui ne sont pas dans notre camp, comme étant parmi ceux qui ont vraiment apporté du sang neuf. D'ailleurs, à propos, Théodore Ndouot, c'est lui qui a dirigé, piloté le projet de construction de Parlement. On y arrive. Donc, c'est un homme qui présente toutes les qualités pour être là. La prochaine étape, on va essayer de faire la lecture des départs. D'abord sous forme de bilan. Je n'ai pas dit que les deux présidents sont médiocres. Hein. Commencer par... essayons de faire les bilans des présidents sortants. Commençons par Kavaye Gueye. Alors, les grandes lignes. Hein. Vous le savez, il est de formation professeur d'éducation physique et sportive. Kavaye entre à l'Assemblée nationale en 1973. Et il obtient le poste de questeur au bureau. En 1975, il a été inclus dans le comité central du parti 75, dont l'UNC. Après 10 ans à l'Assemblée nationale, Kavaye a été élu deuxième vice-président en 83. En 85, lorsque le président Paul Biya transforme l'UNC en RDPC, il est retenu comme membre du comité central. Il a été deuxième vice-président de l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Il quitte la législature à la fin de 88 pour devenir adjoint au préfet du Djamaré. Il revient au Parlement en 92 pour être élu président de l'Assemblée nationale et s'ensuit donc tout le parcours de 34 ans de règne qu'on peut lui connaître avec, on peut le dire, un tout bébé, un nouveau bébé au moins, un nouveau siège du Parlement qui laisse, on peut le dire en héritage, le nouveau palais baptisé Paul Biya. Palais des Verts. Palais des Verts, Paul Biya. Donc, Kavaye a été réélu à l'Assemblée nationale en 97, et puis toutes les autres années, hein, puisqu'on l'a dit. Donc, que peut-on retenir du bilan de Kavaye Gueye et Avincom? Ben, écoutez, dans ces 4 ou 5 mandatures, législature, c'est ce qu'on dit. Législature, on peut considérer que le très honorable Kavaye Gueye a participé à tous les grands textes qui font aujourd'hui notre loi fondamentale, leur évolution. Donc, on ne peut pas faire une énumération schématique. Tous les grands textes, et nous avons connu quand même une modernisation de notre vie politique, l'ouverture démocratique. Il y a des éléments matériels et des éléments immatériels dans cette évolution. Même la République a évolué. C'est sous Kavaye que nous avons la forme territoriale de l'État que nous avons aujourd'hui. La Constitution de 96 modifiée. Il a accompagné le président de la République dans toute cette évolution, dans cette œuvre. Donc l'histoire reconnaîtra le fait qu'il a participé à ces premiers moments de la construction du Cameroun moderne que nous connaissons aujourd'hui. Célestin? Oui, je pense que Hervé a le droit d'utiliser le mot « participer ». Je pense que quand on est président, il faut impulser. Et d'ailleurs, ta question tout à l'heure était tout à fait intéressante parce qu'en vérité, tu as demandé si ces actes posés, ces changements venaient des institutions ou du sommet de l'exécutif. Encore une fois, tout dépend de la structure du système aujourd'hui au Cameroun. Kavaye Gueye ne peut pas proposer des lois. La quasi-totalité des lois au Cameroun, ou la totalité, vient du gouvernement. Et tu as bien fait de parler de participation. Et c'est assez désolant parce qu'un président de l'Assemblée ne veut pas participer aux lois.
il devrait impulser quelque chose. Ça se voit dans les pays du monde, en Afrique comme en Europe, le président fait des propositions et les fait débattre à l'Assemblée. Mais là, dans notre cas, moi je suis pour un régime présidentiel fort, mais je pense que je suis aussi pour un Parlement fort, dans le sens que grâce au débat parlementaire, on peut évoluer, à la fois sur le plan social, sur le plan économique, ce n'est pas le cas malheureusement. La construction d'un bâtiment, ce n'est pas un soin et mérite. Évidemment, le nouveau président, il a supervisé les travaux avec son groupe d'amitié Chine-Cameroun, c'est vrai, mais Kavaïégué, il n'avait aucune autonomie, aucune, il faut dire la vérité. Il n'avait absolument aucune, il ne peut pas l'avoir, c'est pas de son fait, il ne peut pas l'avoir. Dans le système présidentialiste renforcé au Cameroun, il ne peut pas avoir d'autonomie. Et puis, rappelez-vous, le terme chambre d'enregistrement, c'est pas si péjoratif que ça. Parce que quand on regarde le contexte même, je me souviens en 2014 ou 2015, il y a les députés RDPC qui ont fait des propositions en matière de loi antiterroriste. Ouais, cette même année, le député SIF l'avait aussi fait, mais ça n'est pas passé. Toutes les lois de réforme sont venues du gouvernement. Je peux dire un mot. Et donc, on ne peut pas attribuer à Cavaille, avec toute la sympathie que nous avons pour lui, le mérite qu'il n'a pas. Je regrette de le dire, mais c'est le système qui est conçu comme ça. Je suis pour une réforme de fond. Le président Biya s'est engagé pour ce septennat. Nous espérons que le chantier ira très très loin et qu'il surprendra beaucoup de gens. Je crois qu'il serait prétentieux de penser que, au stade actuel de notre histoire, on puisse évaluer le travail parlementaire simplement par le fait que la plupart ou la quasi-totalité des lois que nous connaissons sont d'origine de l'exécutif. La productivité du travail parlementaire n'est pas comme ça, elle est un peu plus subtile que ça. Et nos parlementaires travaillent, M. N'Djamène. Nos parlementaires travaillent. Ce n'est pas en faisant le tapage qu'on montre qu'on travaille ou pas. Et quand j'ai parlé du très honorable Cavaillé, l'histoire devait reconnaître qu'il était au perchoir dans cette période où il y a eu une évolution sensible de notre organisation institutionnelle, que ce soit sur les libertés, que ce soit dans d'autres domaines. Et puis, moi, je me méfie des parlementaires qui se mettent, certains parlementaires qui veulent se mettre en avant pour montrer qu'ils ont un cerveau plus construit que le reste de la République. C'est un travail collectif. Et Cavaillé a eu l'intelligence, la distance d'animer cette équipe sans vague. Parce qu'on pouvait connaître quelqu'un d'un autre tempérament et qui aurait pu mettre. C'est vrai qu'il a quand même connu des moments assez. Des moments sensibles. Ah, le SIF, quand même, de temps en temps. Hervé, je termine. C'est tout à fait oui, c'est mon camarade et je suis fier qu'il soit mon camarade. Surpris. Nous avons tous des défauts, mais je vais dire, tu ne peux pas aujourd'hui nous dire que pour être entré dans le livre de l'histoire politique du Cameroun, il faut avoir produit 100 propositions de loi. Quand je le dis, c'est pour dire modestement que le président Cavaillé a fait tout ce qu'il pouvait faire avec honneur. Il n'y a pas eu un moment où... D'ailleurs, vous avez remarqué, dans quelques moments qu'on a eu même l'agitation à l'Assemblée, il revenait mettre la paix de façon conviviale. Je peux prendre des incidents qu'il y a eu avec Kabalibi, Nietzsche et tout. Si le président Cavaillé n'avait pas été quelqu'un de pondéré, et qui avait le respect de ses collègues parlementaires qui fussent même d'un autre parti, ça aurait peut-être été autre chose. En tout cas, notre Assemblée nationale a fonctionné jusqu'à la création de la Chambre haute avec sérénité sous le magistère de Cavaillé. Voilà. Un mot sur Marcel Niat. Je voulais dire, député, que je reconnais vraiment la force et le courage de Hervé à défendre son camarade Cavaillé. Mais on ne peut pas réduire le bilan d'un homme à son caractère. Ce serait trop facile. On parle d'institution politique. Ouais. Il aura marqué les esprits en quoi dans ce Parlement. L'article 41 de la Constitution est très clair. Le gouvernement est responsable devant le Parlement. Oui. Alors, évidemment, dans ce cas, le président de l'Assemblée aurait pu, effectivement, faire des efforts afin que cette Assemblée nationale ait plus d'initiatives de proposer des lois et que ces propositions puissent passer. Ah ben si. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Et ainsi, il y a eu beaucoup Quelle réforme il a impulsé? c'est les réformes. Il y a beaucoup de lois